Europe 1. Le journal de 7h est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Le mystère demeure à Lisieux dans le Calvados. Qu'est-il arrivé au principal du collège Stéphane Vittel, retrouvé sans vie dans son établissement vendredi dernier? Les enquêteurs ont pu déterminer qu'il s'était rendu sur place après l'alerte de l'alarme anti-intrusion, alarme qui a été déclenchée aux aurores par deux jeunes, Sébastien Le Belzic. Il s'agit de deux jeunes âgés de 17 et de 19 ans. Le mineur s'est rendu à la police accompagné de sa mère mardi. Le majeur, lui, a été interpellé hier. Les deux jeunes reconnaissent s'être introduits dans le collège en fracturant une porte au terme d'une soirée alcoolisée. En revanche, ils affirment avoir quitté l'établissement avant l'arrivée du principal. Une déclaration confirmée par Gaël Garrigue, le procureur de la République de Caen. Ils ont pénétré dans l'établissement où ils disent qu'ils ont entendu du bruit. Ils reconnaissent tous les deux être partis très rapidement à la suite du déclenchement de l'alarme du collège. Leurs téléphones nous permettent d'établir qu'ils étaient bien dans l'établissement scolaire avant 6 heures, qu'ils en sont partis. Ils ne se trouvaient plus dans le collège au moment où M. Vittel s'y est rendu. Les deux jeunes sont mis en examen pour l'intrusion dans l'établissement scolaire et la dégradation en réunion de biens d'utilité publique. Mais les circonstances du décès de Stéphane Vittel, 48 ans, restent mystérieuses. L'autopsie pratiquée lundi n'a pas permis d'apporter de réponse. Une information judiciaire est donc ouverte contre X. Le but, déterminer si la mort du principal relève d'un meurtre ou de circonstances naturelles. Les précisions de Sébastien Le Belzic. À Marseille, un bien triste record vient d'être battu. Jamais la cité phocéenne n'avait enregistré autant de victimes de règlement de compte. Un véritable bain de sang, au moins 33 morts depuis le début de l'année, dont 12 en un seul mois. Dernier en date, un trentenaire tué d'une balle de Kalachnikov en pleine tête mardi soir. Et c'est loin d'être terminé, selon Bruno Bartosetti, le secrétaire du syndicat Unité SGP Police pour la zone sud. Avant 2010, il y avait des règlements de compte, il y avait des séries, ça allait entre 5 et 10 règlements de compte par an, et puis c'est allé crescendo depuis. Donc c'est surtout parce qu'il y a vraiment beaucoup de circulation du stupéfiant. Une cité qui fonctionne bien à Marseille, c'est entre 30 et 60 000 euros par jour. La cité de la Paternelle, la plus exposée, parce qu'on a une artère d'autoroute à proximité, génère 80 000 euros, c'est énorme. Vous multipliez par 365 jours, parce que c'est du non-stop, il n'y a pas de jour férié. Vous imaginez l'enveloppe que ça représente, on le sait, lorsqu'il n'y a pas de règlement de compte, c'est que finalement chacun respecte ses précarés. Marseille, c'est pas respecté parce que ça bouge beaucoup, parce que c'est très vaste, parce qu'il y a vraiment une concentration énorme de narcotrafiquants et de réseaux. Donc c'est très compliqué en tout cas pour la police, pour les habitants. C'est un phénomène qui est à mon sens pas près de s'arrêter. Bruno Bartosetti au micro du correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat. En Corse, 7 personnes placées en garde à vue après la saisie mardi de 3 kilos de cocaïne, de 100 kilos de cannabis. Après des mois d'enquête, les autorités ont identifié un vaste réseau qui utilisait les bateaux de la compagnie Corsica Linea. Alors comment mettre un coup d'arrêt à ces trafics de stupéfiants? En Allemagne, le gouvernement mise sur la dépénalisation du cannabis. Oui, le gouvernement d'Olaf Scholz a adopté hier un projet de loi qui en autorise l'achat et la consommation. Alors, on n'y est pas encore, le texte doit être débattu et voté au Parlement. Mais Tatiana Geiselman est allée voir pour Europe 1 ce qu'en pensent les habitants de Kehl en Allemagne. Reportage. Infirmière de métier, Ursula ne voit pas d'un très bon œil cette légalisation du cannabis qui pourrait entrer en vigueur dès 2024 si elle est approuvée par le Parlement. Moi, je suis très sceptique et plutôt contre. J'ai peur de ce que ça pourrait entraîner. Une addiction à d'autres substances. C'est un peu une porte d'entrée vers d'autres drogues. Pour minimiser ce risque, le texte prévoit de limiter l'achat de cannabis à 50 grammes par adulte et par mois. Surtout, la filière serait mieux contrôlée, estime Hosseini, 22 ans, vendeur dans un magasin de chicha. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir mieux contrôler la provenance. Il y aura moins de risques d'acheter un mauvais produit mal préparé, donc c'est mieux pour la santé. Après, l'inconvénient, c'est que ça pourrait atterrir plus facilement entre de mauvaises mains. Et notamment dans les mains des mineurs. C'est ce que redoute Harris, 19 ans, qui est lui fermement opposé à cette légalisation. Si ça devient légal, c'est comme l'alcool. Tout le monde pourra en trouver, même les enfants. Ils se diront « mon père le fait, alors moi aussi ». Une dérive que le gouvernement allemand entend contrer via une large campagne de prévention à destination des mineurs. Les jeunes adultes de 18 à 21 ans ne pourraient par ailleurs pas acheter les mêmes quantités que leurs aînés, seulement 30 grammes au lieu de 50. Tatiana Geiselman, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Europe 1, 7h05. Emmanuel Macron va sortir du silence après des semaines de discrétion reclus au fort de Brégançon. Il commémore ce soir l'anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas. Un discours prévu à 19h15, l'occasion pour le chef de l'État de saluer la mémoire des héros du débarquement de Provence, mais aussi de glisser quelques messages politiques, Arthur Delaborde.
Oui, cette prise de parole du 17 août est devenue un point d'étape traditionnel pour Emmanuel Macron avant la rentrée. Son entourage insiste sur la tonalité solennelle de ce discours qui s'inscrit dans le cycle mémoriel des 80 ans de la Libération. Mais certains de ses fidèles estiment que le président pourrait aussi s'exprimer sur des sujets liés à l'actualité, comme il l'avait fait l'an passé en appelant les Français à accepter de payer le prix de la liberté face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Après un été difficile, marqué notamment par le coup d'État au Niger et les émeutes urbaines, un poids lourd du camp présidentiel estime qu'Emmanuel Macron pourrait avoir des mots destinés à rassembler les Français. Rassembler, c'est d'ailleurs l'objectif de l'initiative politique d'ampleur que le chef de l'État a promis de lancer fin août, en proposant de recevoir ce qu'il appelle les forces de l'arc républicain pour travailler sur des projets communs. Pas sûr que cela suffise à apaiser les esprits, alors que la rentrée sera marquée par l'examen du très clivant projet de loi immigration que l'exécutif veut faire passer sans majorité absolue à l'Assemblée. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, Emmanuel Macron qui devrait garder un œil aujourd'hui sur la situation au Niger. Les chefs d'état-major des armées ouest-africaines se réunissent au Ghana pour discuter d'une éventuelle intervention armée à Niamey au Niger. Tiens, puisqu'on parle de politique, voilà un livre qui va sans doute faire du bruit, le nouveau livre de Nicolas Sarkozy qui sort mardi prochain en librairie. Le temps des combats, ouais. Deuxième tome des mémoires de l'ancien président, publié chez Fayard, 592 pages, concentré cette fois sur la seconde partie de son quinquennat avec des allées-venues entre l'actualité de l'époque et celle d'aujourd'hui. Et il en profite d'ailleurs pour commenter la politique actuelle en ce moment et donner sa préférence pour 2027. Son choix, vous savez ce que c'est ? Vous savez qui c'est plutôt ? Gérald Darmanin. Oui, c'est ça, on parle d'un certain ministre de l'Intérieur. Oui, tout à fait, qui était coordinateur de sa campagne en 2012 et qui lui semble l'un des plus prometteurs en ce moment. Vous pensiez peut-être vous en être débarrassé, ne plus entendre parler de ces masques et de ces vaccins. Eh bien, c'est raté. Le Covid est toujours d'actualité. Et vous vous souvenez sans doute d'Omicron, le dernier variant à avoir fait parler de lui. Figurez-vous qu'il a un descendant, EG5, Eris pour les intimes. C'est lui qui est désormais majoritaire en France. L'OMS vient de le classer comme variant à suivre, Alexandra Gégy. Oui, 920 malades sont passés aux urgences pour suspicion de Covid entre le 31 juillet et le 6 août. C'est 31% de plus que la semaine précédente. Et les actes médicaux en lien avec le virus ont bondi de 84% en une semaine, selon SOS Médecins. Une reprise épidémique inquiétante pour Benjamin Davido, infectiologue. C'est absolument inhabituel. Le dernier virus qui avait repris comme ça au mois d'août, c'était le variant Delta. On sait les dégâts que ça a fait et donc on risque de se retrouver dans une situation où malheureusement le signal sera celui d'un signal hospitalier, c'est-à-dire d'un afflux massif de patients à l'hôpital, ce qu'évidemment personne ne souhaite. Des contaminations dues à un nouveau variant appelé Eris et une mutation du virus qui lui permet d'échapper plus facilement aux anticorps. Cet infectiologue l'assure, une nouvelle campagne de vaccination est nécessaire. Moi je pense qu'il faut agir, il n'y a pas de honte à ça. Lorsque chaque année on se vaccine de la grippe, on le fait au mois d'octobre avant même de savoir si oui ou non la grippe sera forte l'année qui vient. Et il faut avoir la même discipline face au Covid. On avait annoncé que la pandémie avait duré 3 ans. On voit bien que le virus va être là probablement pendant des années et des décennies. La Haute Autorité de Santé préconise elle aussi l'organisation d'une campagne de vaccination à l'automne 2023 pour les personnes les plus à risque, en particulier celles âgées de 65 ans et plus. Alexandra Gégy. À noter qu'à 7h40, on reviendra sur cette question du regain du virus du Covid avec notre premier invité dans la matinale, le professeur Jean-Paul Stahl, infectiologue et professeur de maladies infectieuses au CHU et à l'université de Grenoble. À l'étranger, l'actualité, c'est aussi cette évacuation d'urgence dans le Grand Nord canadien. La plus grande ville de la région, Yellowknife, menacée par les feux de forêt, a jusqu'à demain midi pour mettre à l'abri ses 20 000 habitants. Et puis à Hawaï, désormais 110 morts victimes de l'incendie qui ravage l'île de Maui. Le président américain Joe Biden se rendra sur place lundi avec son épouse Jill pour rencontrer les équipes de secours, les survivants et les responsables locaux. On passe au sport et le football avec l'heure de vérité, je crois qu'on peut dire ça pour le football club de Sochaux-Montbéliard aujourd'hui. Le club passe ce midi devant la Direction nationale du contrôle de gestion. En jeu, le maintien dans le championnat national ou la disparition pure et simple. Il y a 2 semaines, Romain Peugeot, qui voulait racheter le club, a renoncé à son projet. Aujourd'hui, c'est l'ex-président historique du FCSM, Jean-Claude Plessis, qui tente un sauvetage avec l'aide de nombreux acteurs locaux. Et il se montre très confiant, Colin Abgral. Il n'avait qu'une semaine pour tout changer. Jean-Claude Plessis, président de Sochaux de 1999 à 2008, est revenu la semaine dernière pour sauver son club de cœur. À quelques heures du passage face à la DNCG, l'homme de 79 ans ne voit pas d'autre issue qu'un maintien en national. Bien sûr que je suis confiant parce que je pense qu'on a rempli les cases demandées. Bien sûr, on a un peu de difficulté parce que nous, on est au mois d'août, il a fallu tout faire en 5 jours pratiquement et qu'il nous manque sans doute quelques donateurs. Mais notre dossier est complet. Voilà. On a bien travaillé, les pouvoirs publics ont répondu présent. Oui, je suis confiant, franchement.
1 million d'euros ont été injectés par Pays de Montbéliard et Grand Belfort. La même somme a été débloquée par le département du Doubs. 5 millions supplémentaires seront ajoutés par des investisseurs privés si le club est maintenu tout à l'heure. Plus qu'un club, c'est une population que souhaite sauver Jean-Claude Plessis. C'est des petits gens qui... Le Stade Bonal, c'est le centre du monde pour sauver l'âme de la région. Puis c'est des gens qui bossent, c'est des gens dont la situation n'est pas si facile. Et le stade de foot, on se retrouve au stade de foot toutes les semaines et de génération en génération. Plus qu'une étape à passer pour eux et le projet FCSM 2028, date qui marquera le centenaire du club avec un objectif simple d'ici là, retrouver l'élite du football français. Colin Abgral. Dans le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, à tout à l'heure.